Eh bien, merci Paul Berchery. Vous êtes, on se le disait à l'instant, le premier à revenir à cette place au séminaire. Entre-temps, a changé de nom, qui s'appelle maintenant des idées en psychiatrie, qui était avant un séminaire d'épistémologie de la psychiatrie. Mais en fait, il est le même. Il n'a pas changé, je dirais, d'usage. Il s'agit toujours d'un lieu pour participer au travail de description de l'objet psychiatrique. Travail plus que jamais nécessaire dans des temps comme les nôtres où, le concernant, cet objet, on confond tout. On prend les données pour de la clinique, les diagnostics pour des soins, l'homme pour un bout de nature sans spécificité, sans savoir spécifique le concernant. Je suis très heureux de vous voir revenir. Votre première intervention avait été passionnante pour ceux qui étaient là depuis, c'était il y a déjà longtemps. Passionnante, sans concession idéologique, précise et très grande dans son ambition d'embrasser l'épistémologie de la psychanalyse. J'en étais ressorti, moi, un peu sonné. J'étais pas le seul. Incapable sans doute d'en raconter grand-chose, mais très heureux de voir ce qu'on pouvait faire d'un objet conceptuel aussi complexe, de voir comment on pouvait le faire parler de notre rapport humain à la science en général. Aujourd'hui, vous tombez à pic. Notre discipline est clairement mise en danger par l'avènement d'une néopsychiatrie, terme que j'ai entendu pour la première fois hier et qui je trouve pas mal, d'une néopsychiatrie que nous sommes nombreux, essentiellement des cliniciens, je pense que c'est important de le remarquer, à trouver dangereuse. Ce que nous disions, chacun dans notre coin jusqu'alors, s'est entendu clairement hier, donc dans le forum qui s'est tenu ici, quand nous avons pu nous exprimer dans ce forum que nous avons organisé face à cette menace, donc le projet d'extension des centres experts. Bon, les choses se sont dites clairement, je pense que c'était bien, ça a été une des bonnes choses. Cette néopsychiatrie est affine du néolibéralisme, on arrête de se le dire entre nous. Elle permet la financiarisation de la santé mentale, ça ça y est, on a compris. Elle promet d'abandonner nos patients les plus graves, ça aussi, on arrête de se dire que c'est peut-être un des risques. Non, pas du tout. C'est érigé en projet. La liste des calamités à venir est longue, je m'en tiens là, et puis en plus, je vais essayer de faire vraiment court. Justement, quand hier je concluais ce forum, c'est de vous dont j'avais envie de parler, de vous et de Lévinas. Bien. Hein, n'est-ce pas? Mais je l'ai pas fait parce que c'était 500 personnes captives pour faire la publicité d'un séminaire et j'ai trouvé que c'était pas classe. Donc je l'ai pas fait. Je me suis retenu, mais je me suis vraiment retenu. Parce qu'il m'a semblé que le fait que le collectif soit la première cible du néolibéralisme et que c'était en creux ce dont nous regrettions ou redoutions la disparition, nous regrettions, enfin bon, que nous regrettions ou redoutions, dont nous redoutions, pardon, la disparition, je vais pas y arriver, dans nos services et dans nos environnements sociaux, j'ai pensé à Lévinas et à ce que vous m'en aviez dit un jour au téléphone, c'est la pensée la plus forte, la plus utile pour la critique de ce que notre Occident devient. La disparition dans la médecine, des questions, dans la médecine qui vient, des questions de souffrance, le décentrement de cette question en dehors du sujet vers le concept de handicap, le refus de la responsabilité que l'on doit à nos patients en leur proposant un service de diagnostic sans plus rien qui soutienne, sans aucun dispositif pour organiser notre responsabilité, pour la supporter. Je parle de la responsabilité comme éthique. Comme j'ai cru la comprendre chez Lévinas, le fondement de l'éthique, je suis responsable de ta souffrance, à plus forte raison si je suis aidé en cela, renforcé pour cela, comme un service de psychiatrie par exemple. Vous allez nous le dire, Lévinas n'était pas tendre avec la psychanalyse, pourtant, et je crois que c'est une des choses qu'on va comprendre là, pourtant il semble, et nous le verrons avec vous, que sa pensée partage avec elle, la psychanalyse, un souci premier de l'autre en tant qu'il est là, humain, face à nous. Une éthique qui, moi, me semble proche, l'éthique de la psychanalyse. Vous nous direz sans doute comme elles sont proches, et sinon, si la psychanalyse n'est pas proche de cette éthique, s'il s'agit d'une compromission de la psychanalyse ou d'un problème structurel. Je rappelle qu'à ce sujet, vous avez écrit 2 livres, coécrits avec Marie-Louise Neuhaus, je ne sais pas comment on prononce, pas mal. Lévinas et la psychanalyse 1, enquête sur une aversion. Lévinas et la psychanalyse 2,
critique de l'Occident. On vous écoute. Merci encore d'être ici. Très bien. Bon, j'ai un exposé très dense, assez complexe. Je vais énormément m'appuyer sur des citations, hein. Je vais vous faire pas mal de lectures que je commenterai pour essayer de rendre quelque chose de la pensée de Lévinas, qui est quand même une pensée assez, é- comment dire, assez étrangère pour celui qui a l'habitude de la pensée philosophique occidentale habituelle, on va dire. Et puis bon, ça me permettra aussi de mettre en valeur sa langue magnifique, puissante et vigoureuse. Voilà. Alors, même si je n'adhère pas du tout à l'idée de Nietzsche que toute philosophie est une biographie, c'est quand même important pour Lévinas de situer son trajet. Donc on va commencer par là. Qui est Lévinas? Hein. Alors, dans le champ philosophique, il fait partie d'un petit groupe de philosophes juifs qui, au XXe siècle, ont pensé que le judaïsme avait encore quelque chose d'essentiel à amener à la pensée occidentale. Euh, alors bon, Ange Jonas, Léo Strauss, Martin Buber, Gershom Scholem et Lévinas, donc, et bon, et quelques autres. Hein. Donc, il y a eu un très beau livre de Pierre Bourret qui s'appelle Témoins du judaïsme, Témoins du futur, sur ces philosophes. Et voilà, Lévinas est un de ces témoins. Alors, c'est un allogène périphérique hein, qui a un juif lituanien qui arrive à Paris en 1924 à 19 ans pour étudier la philosophie. Et il se décrit d'abord ébloui. Hein. Vision pour un nouveau venu éblouissante d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit par l'esprit et le cœur aussi fortement que par des racines. Donc, tout le premier temps de l'apprentissage, on peut dire, de Lévinas est dans cet enthousiasme pour la culture occidentale, avec cette conviction qu'il a très vite, ou qu'il avait depuis le départ, je ne sais pas, que la philosophie est le cœur de la culture occidentale, que tout part de la philosophie, politique, économie, pensée, morale, enfin. Pour Lévinas, tout part de la philosophie. Elle joue, en fait, dans la culture occidentale, le, le, le rôle que joue la religion dans les autres civilisations. La philosophie. Ce qui me semble très juste, hein, c'est une idée très juste. Alors, il se passionne au départ pour Bergson, et sur cette ligne-là, il va évidemment s'orienter sur la philosophie phénoménologique allemande, qui est un peu l'homologue allemand plus élaboré hein, de la philosophie bergsonienne. Et donc, il va partir en stage en Allemagne auprès du Searls, d'Heidegger. Il participe à la fameuse controverse de Davos, où Heidegger écrase son adversaire philosophique, un philosophe kantien classique allemand, Cassirer, qui paraît très terne en face de la flamboyance d'Heidegger. Et Lévinas se dit enthousiaste des innovations de la pensée géniale de Heidegger. Non, voilà, donc ça c'est le... Et là-dessus, il y a la catastrophe. On peut dire, Lévinas subit un triple traumatisme qui va être l'origine de toute sa pensée propre. C'est l'avènement du nazisme, premier traumatisme, disons. L'adhésion d'Heidegger au nazisme, et ça, c'est enfin, quelque chose qui le stupéfait et l'ébranle profondément, parce que le troisième traumatisme, c'est le retour sur lui-même et sur son enthousiasme pour Heidegger. Il regrettera toujours de l'avoir soutenu à Davos contre le malheureux Cassirer, qui était un philosophe kantien, classique, moraliste, etc. Donc il part de là, et il a aussi tout de suite la conviction que l'affrontement entre l'antisémitisme et le judaïsme ne se limite pas à de la politique. Hein, c'est pas l'antisémitisme, c'est pas de la xénophobie ou du racisme. C'est pas si simple que ça. S'il faut mettre une marque, une étoile sur les gens pour les reconnaître, c'est que c'est pas que la xénophobie. Hein, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour lui, il s'agit d'une guerre métaphysique. Hein, c'est entre voilà.
Et donc, de l'explicitation de tout ça, qui est le contenu de son œuvre, hein, il va développer une œuvre double. Hein, d'un côté, une exploration, explicitation de la pensée juive dans sa spécificité, en particulier des lectures talmudiques assez extraordinaires dont on parlera un peu plus loin. Et de l'autre, une œuvre phénoménologique qui tente la transcription de ce qu'il essaye de dégager de la pensée juive en termes de la philosophie phénoménologique d'inspiration husserlienne. Et il dit bien, l'homme européen est central. Il y a une espèce d'enveloppement de toute pensée par le sujet occidental. Là, il énonce sa grande tâche, la grande tâche d'énoncer en grec, en langage philosophique, les principes que la Grèce ignorait. La singularité juive attend sa philosophie. Donc c'est ce qu'il essaye de faire. Bon, je parlerai peu de sa enfin, ou pas du tout même, de sa tentative de transcription, c'est sa philosophie du visage, si vous connaissez, qui me paraît très peu convaincante et passée complètement à côté du problème de ce qu'il a dégagé lui-même dans la pensée judaïque. Hein. Mais bon, alors il se trouve que en contrepoint de tout ça, il y a en filigrane dans toute son œuvre, il n'y a pratiquement pas un texte qui ne fasse pas au moins allusion, une critique très argumentée et très articulée de la pensée et de la culture occidentale. Mais il se trouve que cette critique n'est jamais rassemblée. Il n'y a pas un texte qui lui soit consacré ou un livre qui lui soit consacré. En fait, dans la critique, il y a la psychanalyse, hein, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Et donc, cette critique, elle est pas rassemblée, et elle est surtout pas assumée, pas tout à fait assumée. Hein. Quand on l'interviewe et qu'on lui parle de la critique de la philosophie, il dit « Oh, c'est trop ambitieux. C'est un peu comme si on contestait la hauteur de l'Himalaya. Cet enseignement philosophique est tellement important, tellement essentiel. Il exige qu'on le traverse avant de commencer autrement. » Donc c'est son adhésion maintenue à l'importance de la philosophie et de la philosophie occidentale qui fait que il ne rassemble pas cette critique, ce que j'ai essayé de faire donc dans un gros article et un petit bouquin. Voilà. Alors, la première réaction donc au traumatisme dont on parlait tout à l'heure, c'est un texte assez étonnant qu'il publie dès 1934 qui s'appelle Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Alors, philosophie de l'hitlérisme, lui-même relève tout de suite, sous la phraséologie misérable de l'hitlérisme, une philosophie donc, d'autant plus intéressante qu'elle est effroyablement dangereuse. Et il parle de la poussée d'une force élémentaire. Il parlera plus tard du mal élémental. Hein. Alors ça va l'amener à construire une forte catégorie, très inspirée par la Bible, le paganisme. Voilà. Le paganisme, ça lui paraît être le cœur de la poussée de cette force élémentaire tellement dangereuse. Et il le situe essentiellement comme la position subjective qui élimine la liberté et la responsabilité du sujet. C'est-à-dire le contraire du monothéisme. Le monothéisme, il va dégager dans le judaïsme un appel du sujet à la responsabilité, à la justice et au respect de l'autre. Le paganisme, c'est le contraire. C'est quelque chose qui déleste le sujet de sa responsabilité, et de sa liberté. Donc. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est la morale des maîtres. Le paganisme est une impuissance radicale à sortir du monde. La morale païenne n'est que la conséquence de cette incapacité foncière. Une incapacité à sortir du monde, c'est-à-dire à une incapacité à accéder à la transcendance. Hein. Il n'y a que l'immanence. Donc, la morale païenne n'est que la conséquence de cette incapacité foncière. Dans ce monde se suffisant à lui-même, fermé sur lui-même, le païen est enfermé. Il le trouve solide et bien assis. Il le trouve éternel. Il règle sur lui ses actions et sa destinée. Le paganisme renvoie ainsi à tout ce qui se rapporte à l'épanouissement naturel de l'être qui se complaît dans sa nature. C'est le culte de la puissance et de la grandeur terrestre,
la légitimité, la légitimité pour la force de s'affirmer comme force, et aimer et haïr spontanément, monter à cheval, chasser, guerroyer joyeusement, notion qui se rapporte à ce qu'il est convenu depuis Nietzsche d'appeler la morale des maîtres. La volonté de puissance de Nietzsche, que l'Allemagne moderne retrouve et glorifie, n'est pas seulement un nouvel idéal, c'est un idéal qui apporte en même temps sa forme propre d'universalité, la guerre, la conquête, l'unité d'un monde de maîtres et d'esclaves. Donc ça, c'est le premier point. Et il l'analyse comme la révolte de la nature contre la surnature, l'aspiration du monde à sa propre apothéose, à sa béatification dans sa nature. L'antisémitisme va directement avec ça, parce que la foi d'Israël, son attitude à l'égard du monde, est au contraire empreinte de suspicion, car le monde porte la marque du provisoire et du créé. Et la foi juive rejette fondamentalement l'ordre qu'il porte, l'ordre naturel. Foncièrement étranger au monde, le judaïsme est en fin de compte que l'antipaganisme. Il est l'antipaganisme par excellence. Donc c'est le premier point, hein, la morale des maîtres, cette puissance qui se réalise en elle-même, ce qu'il appellera, il empruntera ensuite plus tard à Victor Hugo la formule la force qui va. C'est la force qui va. Hein, Albert Camus disait un homme, ça se, un, un homme, ça s'empêche. Hein, un homme, ça s'empêche. Ben, là, c'est le contraire. Hein. Un homme, ça se lâche. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'enracinement. C'est l'enracinement. La voilà bien, l'éternelle séduction du paganisme, par-delà l'infantilisme de l'idolâtrie, depuis longtemps surmontée. Ça, par contre, je trouve qu'il est un peu myope. Hein, enfin, il a pas vu l'idolâtrie dont Hitler faisait l'objet, ou les défilés de Nuremberg, ou dans tous les totalitarismes. Hein, Staline, le petit père du peuple, etc. Enfin, l'idolâtrie est très présente. C'est pas simplement dans l'aspect infantile du paganisme. Elle reste présente après. Donc, par l'éternelle séduction du paganisme, le sacré filtrant à travers le monde. Le paganisme, c'est l'esprit local, le nationalisme dans ce qu'il a de cruel et d'impitoyable, c'est-à-dire d'immédiat, de naïf et d'inconscient. Une humanité enracinée, qui possède Dieu intérieurement avec les sucs qui lui montent de la terre. Il ne faut pas être dupe de la paix des bois. Car l'implantation dans un paysage, l'attachement au lieu, c'est la scission même de l'humanité en autochtone et en étranger. Alors, il est étroitement lié à cet enracinement dans la terre et le terroir, hein, les sucs qui montent de la terre, le racisme. C'est une adhérence à laquelle on n'échappe pas. C'est une union dont rien ne saurait altérer le goût tragique du définitif. L'essence de l'homme n'est plus dans la liberté, mais dans une espèce d'enchaînement, aux mystérieuses voies du sang, aux appels de l'hérédité et du passé. Être véritablement soi-même, c'est prendre conscience de l'enchaînement originel. C'est surtout accepter cet enchaînement. Alors, les formes de la société moderne, fondées sur l'accord des volontés libres, n'apparaîtront pas seulement fragiles et inconsistantes, mais fausses et mensongères, œuvres de faussaires. Voilà, donc voilà les deux points, hein, la force qui va et l'enracinement à la racine qu'il englobera plus tard dans le concept de totalité. Hein, le fait que l'être humain soit inclus dans une totalité au lieu d'être un être libre et responsable, disons. Alors par rapport à cette force élémentaire hein, qu'est le paganisme, il va constater l'inefficacité, l'insuffisance en tout cas du christianisme. Une évidence. Tous ceux qui participèrent à la Shoah avaient reçu dans leur enfance le baptême catholique ou protestant. Ils n'y trouvèrent pas d'interdit. Hein, ça ne les empêcha pas, comme dit Camus. Le malheur de l'Europe ne tient-il pas au fait que le christianisme ne l'avait pas assez déraciné? Le triomphe du national-socialisme nous rend aussi compréhensible la mission religieuse de l'Église. Le retour d'un monde réfractaire à la Bible, à sa condition naturelle, fait éclater le drame secret que l'Église portait en elle. Son pacte avec le monde profane était une guerre contre lui. Il remarque la persécution des Juifs par les peuples qui se disaient chrétiens. Le monde, par ses aspirations, par sa morale, par les forces qui le conduisaient, affirmait ses origines païennes. Il semblait dominer l'Église plus que dominée par elle. L'institution, l'Église, dissimulait trop bien la lutte qu'elle menait contre la barbarie.
Si donc le christianisme est dans une très large mesure un judaïsme, ce n'est pas au judaïsme qu'il doit son succès. La catholicité du christianisme intègre les petits et touchants dieux familiers dans le culte des saints, dans les cultes locaux. En les sublimant, le christianisme maintient la piété enracinée, se nourrissant des paysages et des souvenirs familiaux, tribaux, nationaux. C'est pourquoi il conquit l'humanité. Bon, à propos de la levée de la loi juive par saint Paul, hein, il dit: Nous devons nous demander si le divorce entre l'amour et la loi, entre l'esprit et la lettre, et qui s'est voulu biblique, n'avait pas finalement été une concession faite aux païens, plutôt qu'une façon de leur apprendre Moïse et les prophètes. Un Dieu sévère et un homme libre préparent un ordre humain meilleur qu'une bonté infinie et un homme mauvais. Donc, il relève donc, on est toujours dans ce texte extraordinaire de 1934, hein, qui fait 40 pages, mais et donc il évoquait l'insuffisance du christianisme, il évoque aussi l'insuffisance du libéralisme occidental, de la philosophie, l'égalité des Lumières. Et en particulier, il relève l'inauthenticité subjective, hein. Ce qui caractérise la structure de la pensée et de la vérité dans le monde occidental, c'est la distance qui sépare initialement l'homme et le monde d'idées où il va choisir sa vérité. Il est libre au point de ne pas franchir cette distance, de ne pas effectuer le choix. Le scepticisme est une possibilité fondamentale de l'esprit occidental. Même une fois le choix effectué, l'engagement pris, l'homme n'en réserve pas moins sa liberté. Il peut se ressaisir et revenir sur son choix. Ainsi, la pensée devient jeu. L'homme se complit dans sa liberté et transforme son pouvoir de douter en manque de conviction. La sincérité devenue impossible met fin à tout héroïsme. La civilisation est envahie par l'inauthenticité, asservie par la prégnance des intérêts et de la mode. C'est à une société qui renonce ainsi à ce que l'idéal de liberté exige d'efforts, que l'idéal germanique de l'homme apparaît comme une promesse de sincérité et d'authenticité. Voilà, ça c'est une première explication en quelque sorte de la fascination que suscite l'avènement du nazisme en Allemagne, qui va très bien au-delà de l'Allemagne, bien sûr, hein. Tous les pays occidentaux ont été enfin une partie évidemment, ont eu des factions en tout cas qui étaient attirées par le nazisme. En face de ce qu'il a décrit comme l'inauthenticité, le scepticisme, le doute, l'idéal germanique apparaît comme une promesse de sincérité et d'authenticité. C'est sans doute ce qu'il a lui-même fasciné chez Heidegger, hein, qu'il, et donc, il relève la mollesse des réactions, par exemple, à la tragédie des Juifs en Allemagne, hein. Et là, le soupçon apparaît, hein, il y a quelque chose au cœur de la culture occidentale qui cloche, qui a produit cette ambivalence, hein. La progression de la croix gammée, acclamée par les foules, progression faisant gravement réfléchir les intellectuels et les progressistes. L'impassibilité du monde devant le sort des rescapés ensuite, hein. Voilà, je l'ai sur ce premier texte, hein, où on voit quand même déjà les germes de ce que je vais vous décrire ensuite, de ce qui va venir, c'est-à-dire la force qui va, la totalité, l'insuffisance du christianisme et du libéralisme, et le soupçon sur la fascination d'une partie de l'Occident pour la violence nazie, on pourrait dire. Voilà. Alors, là, on est donc avant-guerre, hein. Lévinas ne connaît pas encore la Shoah, déjà, et surtout, il ne connaît pas le Talmud. Parce que, bon, la plupart des Juifs ne connaissent pas le Talmud, hein. Peut-être un petit peu plus en ce moment, parce qu'il y a eu des traductions, mais le Talmud, bon, d'abord, c'est une littérature immense, hein, 63 traités, des milliers de pages in-folio, en hébreu ou en araméen. C'est une littérature assez impénétrable, sans un guide, sans un commentaire comme ceux que va faire Lévinas. Et bien sûr, les Juifs savent qu'il existe et que c'est comment dire, la synthèse de la loi, etc. Mais c'est plutôt réservé aux sages, c'est-à-dire aux rabbins et aux écoles talmudiques. Et Lévinas insiste, le judaïsme, c'est bien l'Ancien Testament, mais à travers le Talmud. Pour les Juifs, une révélation complétant l'Ancien Testament.
Oui, on ne se rend pas compte, mais le Talmud, c'est un Nouveau Testament. Je veux dire, les Juifs aussi ont deux testaments. Le Talmud, c'est un Nouveau Testament et il contient des choses qui ne sont pas dans l'Ancien. Donc, je vais rapidement essayer de d'écrire un petit peu ce qui tire déjà du Talmud pour définir un peu mieux le judaïsme. Un peu mieux que le définir simplement comme l'antique paganisme comme il l'avait fait avant-guerre. Alors, il utilise un des passages du Talmud pour décrire la loi. Bon, il s'agit de la loi juive, hein, la Torah. La loi, elle est paternelle, impérative, transcendante, hétéronome, elle s'impose au sujet. Hein. Il remarque l'antériorité du terme évoquant l'obéissance sur celui qui exprime l'entendement. Dans le Talmud, il y a un passage où on utilise un verset d'Esther. Les Juifs reconnurent et acceptèrent. Ils reconnurent ce qu'ils avaient accepté. Faire avant d'entendre. La Torah est un ordre au-delà de l'être et du choix. La Torah est un ordre auquel le moi tient sans qu'il ait entré. Un ordre au-delà de l'être et du choix. Il y a donc deux temps. Hein. Il y a un premier temps qui est l'obéissance à la loi. Et c'est dans un deuxième temps qu'il y a la reconnaissance et l'acceptation et la compréhension. Et le deuxième temps, c'est le Talmud. C'est-à-dire, c'est le moment où la loi, où le sujet s'approprie la loi et la Torah et commence son élucidation. Parce que ce qui est fondamental dans le judaïsme, c'est que la Torah, ça comprend la Genèse. C'est-à-dire que la création et la loi, au sens moral, sont imbriqués. C'est la même chose. C'est le, enfin, c'est la même chose. C'est étroitement complémentaire. Les principes de la loi au sens justice et morale sont les fondements du monde. C'est ça l'idée. Et c'est ce qui donne l'élucidation sans fin de son sens, du Talmud à la Kabbale, dont ne parle pas du tout Lévinas. Enfin, ça, la Kabbale, ça ne l'intéresse pas visiblement. Enfin, il dit bien, comme si dans l'étude de la Torah, l'homme était en contact mystique avec la volonté divine elle-même. Le, la Torah est étroitement liée à la création, ce qui a évidemment une conséquence. Le juif est comptable et responsable de tout l'édifice de la création. Mais pour Lévinas, le statut du juif, c'est un statut qui symbolise le statut de l'homme, hein, c'est la condition humaine. C'est-à-dire que, on pourrait dire, en gros, dans sa pensée et dans celle du Talmud, les juifs sont, enfin, les juifs, le judaïsme, le Talmud sont le lieu où la condition humaine est explicitée. Dans le paganisme, le paganisme est une occultation. Hein, c'est l'occultation de la profonde imprégnation de l'être humain de la loi, au sens moral, au sens des commandements. Hein. C'est cette occultation qui ouvre la voie à la force qui va. L'heureuse spontanéité du moi, de cette joyeuse force qui va. L'originalité du judaïsme consiste à s'astreindre dans les moindres actions pratiques à un temps d'arrêt entre nous et la nature en accomplissant une mitzvah, un commandement. Oui, les innombrables commandements, les 633 commandements du Talmud, hein, qui régentent toute la vie, tous les gestes, toute l'alimentation, la cache-route qui est presque entièrement déduite d'un verset, hein, tu ne mangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère, hein, un verset qui est en fait un verset d'humanisation. Hein, il s'agit de faire obstacle à l'orgie du festin primitif, on pourrait dire. Et voilà, par tout un tas d'arrêts comme ça, comme si à chaque fois il y avait un obstacle qui empêchait que l'expansion comme ça du naturel. L'occultation, donc, ça donne la force qui va, ça donne aussi la totalité déresponsabilisante. La relation éthique se définit en excluant toute signification qu'elle prendrait à l'insu de celui qui l'entretient. Quand j'entretiens une relation éthique, je me refuse à reconnaître le rôle que je jouerai dans un drame dont je ne serai pas l'auteur ou dont un autre connaîtrait avant moi le dénouement, à figurer dans un drame du salut ou de la damnation qui se jouerait malgré moi et sans moi.
La notion de personne séparée se distingue de la notion de personne telle que la philosophie de la vie ou de la race. Dans l'exaltation de la vie biologique, la personne surgit comme produit de l'espèce ou de la vie impersonnelle, qui recourt à l'individu pour assurer son triomphe impersonnel. L'unicité du moi disparaîtrait dans cette participation à ce qui la dépasse. Oui, Lévinas emprunte à Lévi-Brühl cette notion de participation, cette idée de communauté de nature entre des essences différentes. Hein, sa pensée magique. Hein, je veux dire, on donne un coup de flèche dans l'empreinte du pas d'un homme et il va se ressentir la douleur au talon. Voilà, où le sujet va se définir comme étant un animal, un rat rouge pour une tribu amazonienne. Les gens disent donc toute cette confusion et confusion des espèces, l'univers du mythe, l'horreur des mythes, des troubles qu'ils provoquent dans les esprits, des cruautés qu'ils perpétuent dans les mœurs. Bon, voilà. Euh, alors, je vais passer maintenant à la fameuse critique de l'Occident. Qui se dégage en contrepoint de tout ça. Hein. Le sens de l'humain n'est pas seulement mal protégé, mais peut-être mal formulé dans l'humanisme gréco-romain. Oui, pour Lévinas, il dit l'Europe, c'est la Bible et les Grecs. Hein. Donc, si la Bible se retire, comme dans le monde moderne, il reste les Grecs, hein, l'humanisme gréco-romain. Donc, le sens de l'humain n'est pas seulement mal protégé, mais peut-être mal formulé dans l'humanisme gréco-romain. Il n'est pas prémuni contre un glissement d'abord insensible et à la fin fatal. Possibilité essentielle du mal élémental, où bonne logique peut mener, et contre laquelle la philosophie occidentale ne s'était pas assez assurée. On doit se demander si le libéralisme suffit à la dignité du sujet humain. Là, il a évidemment Heidegger en tête. Hein. Alors, il va dégager, enfin définir un peu, bon, il a déjà un peu ébauché, hein, il va définir la posture subjective occidentale autour d'un individualisme cynique, je dirais, qui est irresponsabilité, inauthenticité, inconsistance. Les Occidentaux veulent goûter à tout et par eux-mêmes, parcourir l'univers. Point d'univers sans les cercles de l'enfer. Le tout dans sa totalité, c'est le mal ajouté au bien. Mais la tentation ne rend rien irréparable. Le mal qui achève le tout menace de tout démolir, mais le moi tenté est encore dehors. Il peut écouter le chant des sirènes sans compromettre le retour dans son île. Il peut frôler, il peut connaître le mal sans y succomber. En faire l'essai sans le vivre, s'aventurer en sécurité. Cette tentation de la tentation, c'est la tentation du savoir, c'est la philosophie. Elle part d'un moi qui, dans l'engagement, s'assure un permanent dégagement. La priorité du savoir qui définit la philosophie débouche ainsi sur le cynisme. La conduite déniaisée ressortit désormais du calcul. Vive dangereusement, mais assuré dans un monde de vérité. Vive dangereusement, mais assuré dans un monde de vérité. Courage dans la sécurité, solide assiette de notre vieille Europe. Ailleurs, il parle de la recherche d'une vie tranquille et paresseuse, une indifférence à l'égard de la vérité et des autres, un immense scepticisme. C'est un peu, enfin, j'ai été obligé de détacher des passages, hein, c'est les plus significatifs, sinon pour ne pas être trop long. Mais bon, ça définit bien quand même ce que la position libérale, on pourrait dire, et à travers la figure d'Ulysse, hein, qui est en filigrane dans tout ça, on pourrait dire que voilà, il fait de Ulysse le saint patron de la posture subjective occidentale. Hein. Bon, ceci dit, l'admiration pour la pensée grecque demeure. Hein. Cela aura été le mérite impérissable de l'admirable peuple grec, entre guillemets, et l'institution même de la philosophie que d'avoir substitué à la communion magique des espèces et à la confusion des ordres, paganisme, et à la confusion des ordres distincts, un rapport spirituel où les êtres demeurent à leur poste, mais communiquent entre eux.
Le parler grec, c'est l'ordre, la clarté, la méthode, le souci de la progression allant du simple au complexe, l'intelligibilité et surtout la non-prévention. C'est pour ça qu'il faut évidemment qu'il a ce projet de transcrire en langue grecque le message du judaïsme, parce que cette pensée universaliste, sa clarté, sa logique, sa puissance, reste une référence. C'est le contenu qui va poser problème. Donc, maintenant, on va aborder un peu plus précisément sa critique de la pensée philosophique occidentale, hein, en tant qu'elle est le cœur de la culture et de la civilisation occidentale. Il va d'abord relever l'athéisme. La philosophie s'oppose foncièrement à un Dieu révélateur. Elle est athéisme, ou plutôt irreligion, négation d'un Dieu se révélant, mettant des vérités en nous. Aussi la pensée occidentale parut-elle très souvent exclure le transcendant, englober dans le même tout autre. Oui, on parlait tout à l'heure de la loi juive, hein, qui s'impose au sujet avant qu'il ait pu la penser, hein. Voilà, l'idée c'est ça, c'est que il y a des vérités dans l'homme qu'il doit s'approprier dans un temps second, qu'il n'a pas forcément, et qui sont transcendantes à sa conscience. La philosophie, au contraire, elle part d'une position du sujet en face du monde, hein, où il va tenter de connaître et de comprendre, de s'approprier la connaissance. C'est ce qu'il appelle englober dans le même tout autre, hein. Ça, il va le formuler comme une égologie, hein, il titre La prégnance du même ou le narcissisme. Vérité signifie adhésion libre à une proposition, aboutissement d'une libre recherche. La liberté du chercheur, du penseur s'exprime dans la vérité. Qu'est-ce que cette liberté sinon un refus pour l'être pensant de s'aliéner dans l'adhésion, sinon la conservation de sa nature, de son identité, sinon le fait de rester le même malgré les terrains connus où semble mener sa pensée. Vu de ce biais, la philosophie s'emploierait à réduire au même tout ce qui s'oppose à elle comme autre. Elle marcherait vers une autonomie, vers un stade où rien d'irréductible ne viendrait plus limiter la pensée. La philosophie équivaudrait à la conquête de l'être par l'homme à travers l'histoire. Voilà la formule à laquelle se ramène la liberté, l'autonomie, la réduction de l'autre au même, l'identification. Voilà la formule. L'identification du moi, la merveilleuse autarcie du moi, et le creuset naturel de cette transmutation de l'autre en même. En lisant ces lignes, moi je pense au désenchantement du monde, hein, dont on a beaucoup parlé, hein, à la manière dont la science, je vais vous lire un peu plus loin un passage où Lévinas dit que la science tire de la philosophie son éros. Hein, la science aborde le monde avec la pensée qui est familière au sujet. C'est une science d'ingénieur. C'est le savoir de l'ingénieur que la science classique applique au monde. Et le savoir de l'ingénieur, c'est une sublimation du savoir de l'artisan, du travail manuel. C'est cette dimension réductrice qui provoque le désenchantement du monde. Hein, c'est un monde finalement un grand automate, comme on disait jadis à propos de la science classique, hein, le grand horloger, hein, Dieu, le grand horloger, et Descartes qui envoie à un de ses correspondants une lettre où il dit « Je crois savoir comment Dieu s'y est pris pour construire le monde ». Voilà. Il y a pas il y a pas quelque chose d'irréductible, qui nous échappe, hein, devant lequel on doit se mettre avec une certaine humilité, disons. Gershom Scholem, un autre des philosophes là, dont on parlait tout à l'heure, il dit « Si l'humanité devait perdre le sentiment que le monde est une énigme, c'en serait fini de nous. » Donc, le premier pas, disons, c'est cette posture narcissique, égologique, hein, qui tente de s'approprier le monde en en le ramenant au même, à ce dont le sujet, à ce qui constitue l'essence du sujet. Alors, le deuxième point, c'est l'abstraction. Cette identification exige la médiation, d'où un deuxième trait de la philosophie du même, son recours au neutre.
Les neutres, c'est les concepts. Hein. Pour comprendre le non-moi, il faut trouver accès à travers une entité, à travers une essence abstraite. Là se dissout l'altérité de l'autre. Ça va parler à Benjamin. La, la connaissance consiste à saisir l'individu qui seul existe, non pas dans sa singularité qui ne compte pas, mais dans sa généralité, la seule dont il y a science. Elle triomphera quand le monologue de l'âme sera arrivé à l'universalité. Alors les choses seront idées, et au cours d'une histoire économique et politique, elles seront conquises, dominées, possédées. L'être étranger, au lieu de se maintenir dans l'inexpugnable forteresse de sa singularité, devient thème et objet. Il se range déjà sous un concept ou se dissout en relation. Il tombe dans le réseau d'idées a priori que j'apporte pour le capter. Et là commence toute puissance. La reddition des choses extérieures à la liberté humaine ne signifie pas seulement leur compréhension, mais aussi leur domestication, leur possession. Dans la possession seulement, le moi achève l'identification du divers. Dans une civilisation reflétée par la philosophie du même, la liberté s'accomplit comme richesse. La raison qui réduit l'autre est une appropriation et un pouvoir. C'est ce que Heidegger appelait l'arraisonnement du monde. Hein. Et bon, ça décrit notre société de gaspillage et la façon dont, sans réflexion, disons, elle a pu s'approprier le monde et la nature. Hein. Les sciences tiennent de l'éros philosophique, vivant ou sommeillant en elles leur noble passion. Le monde de la légalité scientifique demeure lui aussi sans principe. Science qui calcule le réel sans toujours le penser. Science sans conscience ni recul dans son dessein d'embrasser le monde. Donc, oui, c'est violent, hein, mais bon, c'est pas, c'est une dimension. Hein, je vous ai dit, j'ai rassemblé quelque chose. Je sais pas si ça nous paraît si violent que ça. Bon. Moi, ça me paraît aussi très vrai. Bon, Ouais. bon. Alors, donc ça, c'est le premier plan, hein, cette dimension égologique de puissance, d'appropriation, et on voit bien derrière que c'est un succès d'année de la force qui va. C'est plus le paganisme. Il y a eu extraction du paganisme grâce à la pensée grecque, à la clarté, mais quelque chose se réintroduit, comme un retour du refoulé, on pourrait dire, hein, se réintroduit et donne cette dimension de conquête, voilà, qui est au cœur de la pensée, de la culture, de la science occidentale et de la civilisation occidentale. Alors, ça, c'est donc la dimension force qui va, hein, qui irrigue ce courant-là. On va voir maintenant la deuxième dimension, la totalité. Elle est dans ce que Lévinas appelle la vision politique du monde, la philosophie de l'histoire. Hein. Se libérer des particularismes signifie pour les héritiers du monde gréco-romain confronter, par la discussion ou par la guerre, ses certitudes avec les certitudes des autres. La guerre elle-même atteste cette passion de la confrontation. Elle demande aux vaincus la reconnaissance et l'accord. Il n'y a de guerre que religieuse. L'impérialisme est un universalisme. L'art de prévoir et de gagner la guerre par tous les moyens, la politique, enfin il définit la politique comme l'art de prévoir et de gagner par tous les moyens la guerre, s'impose comme l'exercice même de la raison. La politique s'oppose à la morale comme la philosophie à la naïveté, la réelle politique. Hein. La phase de l'être qui se montre dans la guerre se fixe dans le concept de totalité qui domine la philosophie occidentale. Les individus, il pense à Hegel, là, hein, les individus s'y réduisent à des porteurs de force qui les commandent à leur insu. Les individus empruntent à cette totalité leur sens, invisible en dehors de cette totalité. L'unicité de chaque présent se sacrifie incessamment à un avenir appelé à en dégager le sens objectif. Hein, ça, c'est la philosophie de l'histoire, hein, de Hegel qui imprègne quand même très fortement, hein, la pensée occidentale, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une progression comme ça dans l'histoire, hein, une progression par étapes, et que dans chaque étape, de cette progression, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Il y a pas mal de casses, hein. Il y a les guerres, il y a les conquêtes, mais tout ça aboutit progressivement. C'est la marche du progrès qui se fait. La violence accouche l'histoire, disait Engels. Hein. C'est la dialectique.
que Lévinas considère comme un concept luciférien. Faire toujours découler dialectiquement l'altruisme de l'égoïsme. De Hobbes à Hegel, les hommes désirent chacun la mort de l'autre. La justice et la paix qui en résultent, cependant, ne sont que le retournement dialectique de cet utilitarisme, de cette haine et de ces assassinats. Que la violence puisse engendrer la douceur et le mal être la cause du bien, c'est peut-être la définition de la dialectique. Mais rien ne pourra convertir la violence en bonté. Le bien doit commencer dans le bien. Le destin de la philosophie occidentale et de sa logique, c'est de se reconnaître une condition politique, au point que la pleine expression de la vérité et de la constitution de l'État universel, à travers les guerres et les révolutions, coïncident. Pensez au marxisme, hein, et à l'idée comme ça que, au terme de, des guerres sociales, de la domination, de la dictature du prolétariat et du parti, on arrivera à la fin, au lendemain qui chante, et à l'être humain libéré. L'histoire de l'humanité, à travers religion, civilisation, État, guerre et révolution, n'est que cette pénétration ou cette révélation de la raison dans l'être. Enfin, ça, c'est Hegel, hein. L'humanisme occidental n'a jamais su se douter des triomphes, n'a jamais su comprendre les échecs, ni penser une histoire à laquelle les vaincus et les persécutés pourraient prêter quelque sens valable. Il pense évidemment aux Juifs, là, hein. Un aspect inquiétant de notre Occident, de son histoire si souvent sanglante, de son culte de l'héroïsme et de la noblesse militaire, de son exclusivisme nationaliste, de son injustice raciale, sociale et économique. Un continent qui se croit en droit de conquérir le monde. Alors, tout à l'heure, on parlait d'Ulysse comme figure du narcissisme occidental, hein. Là, il y a Rome, c'est Rome, là, hein. Rome, avec son étrange mais irrésistible grandeur toute massive. L'égalisme universel, fut-il indifférencié et pesant, sans amour, sans pitié, sans pardon. C'est l'autre dimension qui comment dire, qui se traduit dans la philosophie de l'histoire, de même que, par exemple, la Pax Romana, hein, était le résultat des guerres romaines, hein, chaque pan du pourtour méditerranéen conquis par Rome au prix de guerre, etc., et puis d'esclavage, entrait progressivement dans la civilisation romaine et dans la citoyenneté romaine finalement, et dans la Pax Romana. Voilà, donc je crois avoir fait un tour très rapide et très succinct de la critique de l'Occident chez Lévinas. Ah oui, au fait, oui. Donc, vous voyez dans cette deuxième dimension de philosophie de l'histoire, la dimension de totalité, hein, qui renvoie à la dimension du paganisme, qui serait plutôt du côté du racisme, du sang, du terroir de l'enracinement. Là, c'est plus sublimé, disons, mais on reconnaît bien les contours quand même de la totalité. Bon, on prend un tout petit peu de temps pour parler de la psychanalyse. Alors, qu'est-ce que Lévinas reproche à la psychanalyse? Alors, bon, dans ses critiques, il y a pas mal. Bon, c'est un profane, hein, il ne connaît pas vraiment la psychanalyse de l'intérieur. Il y a pas mal de critiques qui ne sont pas pertinentes, on va dire simplement. Mais il y a quand même massivement quelque chose à retenir. Tenez, un petit exemple. Il parlait de la dialectique, ce concept luciférien où le bien surgit de la dialectique du mal, hein. Un passage de la lettre de Freud à Einstein. Freud dit, si aujourd'hui le droit et la violence sont à nos yeux antinomiques, il est facile de démontrer que l'un s'est développé à partir de l'autre. Des idées universellement connues et reconnues. À l'origine, le règne du plus fort, de la violence à l'état brut, soutenu par l'intelligence. Puis le vaincu est épargné pour servir d'esclave. C'est le début de la clémence envers l'ennemi. Ensuite, les faibles s'allient pour vaincre le maître. La force des membres de cette union représente désormais le droit, par opposition à la violence d'un seul. Nous voyons que le droit est la force d'une communauté. Il s'agit toujours d'une violence, prête à se retourner contre tout individu qui s'oppose à elle. Elle opère avec les mêmes moyens, elle poursuit les mêmes buts.
Bon, c'est bien très hobbesien, hein, euh, oui, hein, bon, ça me permet d'introduire un petit peu l'idée. Enfin, ce que Lévinas a évidemment dans le collimateur, c'est le fait que la théorie freudienne soit centrée sur la théorie des pulsions comme fondement du psychisme. Hein. Primordialité du narcissisme, réductionnisme. Moi, j'avais relevé par exemple la vacuité chez Freud du concept de sublimation. Comment peut-on comprendre ce qui élève le pulsionnel au sublime, hein, au culturel, si on n'a aucune définition de ce qu'il y a de spécifique dans le culturel, hein, de ce que ça veut dire sublime, de qu'est-ce que c'est que le sublime. Freud parle de l'art en disant que c'est une narcose légère. Bon, c'est un peu court, hein, quand même. Euh, Léo Strauss, tiens, un autre des philosophes là, des témoins du futur, hein, du judaïsme, dit de Freud, il croit que la spiritualité n'appartient pas à la constitution fondamentale de l'homme. Elle n'est pour lui qu'un dérivé des pulsions primitives. Voilà, ce à quoi s'oppose fondamentalement ce courant de pensée, c'est l'idée que la spiritualité est une dimension propre du psychisme, de l'esprit, que si elle est occultée, enfin, si elle n'apparaît pas, c'est qu'elle est occultée, refoulée, mais que c'est pas un dérivé dialectique des pulsions primitives. Par exemple, au sujet du désir, il dit, lorsque, avec Freud, la sexualité est abordée sur le plan humain, elle est ravalée au rang d'une recherche du plaisir, sans que jamais la signification ontologique de la volupté et les catégories irréductibles qu'elle met en œuvre soient même soupçonnées. Ce qui reste inaperçu, c'est que par la sexualité, le sujet entre en rapport avec ce qui est absolument autre, avec une altérité imprévisible en logique formelle, avec ce qui demeure haute dans la relation sans jamais se convertir en mien, hein, sans jamais que l'autre devienne le même. Et que cependant cette relation n'a rien d'extatique, puisque le pathétique de la volupté est fait de dualité. Il n'a rien de fusionnel, il veut dire. Hein. Le pathétique de la volupté est fait de dualité. Hein. Il dit quelque part que dans la sexualité, enfin, il pense évidemment plutôt à l'homme en face de la femme, hein, comme altérité, justement. Il y a une part d'adoration et une part de profanation. Et ça, même si c'est pas conscient pour le sujet, hein, c'est pas même le séducteur impénitent qui croit se servir de ces objets comme d'instrument ne se rend pas compte que ce qui l'attire, c'est justement cette altérité irréductible. Hein. Euh, il dit aussi, bon, il- il incrimine la psychanalyse comme un élément de la crise du monothéisme, hein, c'est-à-dire de la crise des valeurs et du retour du paganisme. Enfin, si on pense à certains élèves de Freud, c'est évident, hein, Reich par exemple. Il parle de la destruction de la famille, par exemple. La révolution dont on croit avoir atteint le summum en détruisant la famille pour libérer la sexualité enchaînée, la prétention d'accomplir sur le plan sexuel la véritable libération de l'homme. Le bonheur de l'homme et la liberté de l'homme exigeraient la suppression de la loi. La liberté est conçue au sens naturel de l'arbitraire volonté. Il est interdit d'interdire, hein, comme on disait. De divorce en divorce, l'amour sans loi n'aboutit-il pas au plaisir sans amour, libérant l'amour des obligations qu'il porte encore en lui-même? Et il stigmatise la prétendue innocence de nos mouvements naturels d'avant la loi, qui sont plutôt l'expression de la force qui va. Bon, je vais m'arrêter là, pour laisser un peu de place à la discussion. Je... Voilà. Très bien. Vous nous aviez prévenu, vous m'aviez prévenu, c'était dense, euh, et ça l'était, avec des moments. Alors, j'imagine que la discussion, on est un peu intimidé. Il va falloir, il va falloir réussir à discuter, mais il y a quand même beaucoup de choses, je crois, euh, qui m'ont fait réagir. Et alors en ce moment, on est un peu obnubilé par des questions qui déjà nous laissaient pas tranquilles depuis des années,
à savoir ce que devient notre psychiatrie. C'est quand même aussi un séminaire qui a été pensé à partir de cette question. Donc, vous me permettrez de tirer la couverture à ça? Bien sûr, Hein? je vous ai confiance d'emblée là-dessus. Ouais. Voilà. Bon, puis bon, voilà, le réchauffement récent de l'actualité nous y engage. Alors, on a entendu des choses. Évidemment, on cherche là. Lévinas n'aurait pas été content peut-être, mais on cherche à s'armer en ce moment. Je crois que si on vous a invité ici, c'est aussi pour ça. Hein, peut-être que même si on a fait ce séminaire, c'est pour s'armer. Il y a chez Lévinas évidemment des choses très coupantes, très tranchantes. Euh, Toute cette question de s'aliéner dans l'adhésion, de la conquête de l'être par l'homme, de la négation des différences que vous avez traduit pour nous, merci, interprété avec ce désenchantement du monde qui est peut-être plus intuitif comme idée, même si en fait ça se comprend que cette idée qu'en fait, ce qui était déjà une critique qu'avaient fait Prigogine et Stingers dans leur Oui, c'est hein, la critique moderne, ultra-moderne voilà, échappe en échappe, partie à cette critique, voilà, en particulier la mécanique quantique et ce qui en découle, et qui est Prigogine et Singer. que on est dans une science médicale qui fait le vœu, qui a le fantasme que rien ne lui échappe, hein, et que disparaisse à tout prix l'énigme. Alors c'est pas vraiment une question, c'est cette science de la généralité, euh, cette science sans conscience ni recul. J'ai eu l'impression d'une photographie. Encore une fois, peut-être que je suis un peu obnubilé en ce moment, mais j'ai quand même l'impression que ça avait vraiment ça a vraiment sa place dans la critique qu'on peut faire aujourd'hui de l'événement projet d'extension des centres experts, mais que c'est finalement et vous me direz ce que vous en pensez, s'il vous plaît, que finalement, c'est logique, ce projet d'extension des centres experts. C'est Lévinas, s'il était là, dirait, bah évidemment. Bon, est-ce que vous pouvez... Disons, la médecine se rattache encore à la science classique. C'est mécanique. La médecine se rattache encore directement à la science classique. C'est une pensée mécanique. En abordant l'être humain, elle l'aborde comme un automate. Hein. Elle essaye de s'approprier justement la connaissance de la machine, hein, de la machine humaine, de la machine cérébrale, et en écartant tout ce qui est énigmatique, tout ce qui est du côté du sens, tout ce qui est du côté de la transcendance, évidemment, hein, des valeurs. Hein, le désenchantement du monde, c'est aussi l'exclusion de l'approche de la science. Il y a une très belle citation de Coiré là-dessus. Je l'ai pas en tête malheureusement. L'exclusion de tout ce qui se rapporte à la finalité, aux finalités, au monde des valeurs, etc. Hein, le monde n'est pas est exclusivement fait de causalité, avec d'une pensée mécanique. Hein, voilà. Et la médecine est tout à fait là-dedans. Hein. Et alors, ce que Lévinas n'a pas très bien compris, c'est que la psychanalyse est déchirée entre sa clinique, qui est une clinique du sujet, et ces théories qui sont en allégeance à la science, bon, très particulier, enfin très manifestement chez Freud, mais encore nettement chez Lacan. Les mathèmes, la topologie, les schémas, les schèmes, à chaque fois réduire le sujet à un sujet calculable. Hein, mais la clinique, c'est autre chose, hein, même chez Lacan. Alors moi, je dirais que le psychanalyste dont Lévinas aurait pu être proche, c'est Meltzer. C'est lui qui Meltzer. Ouais. Donald Meltzer. Oui. C'est lui, il introduit réellement la dimension de la transcendance. Les psychanalystes anglo-saxons en général, hein, on peut dire l'amour chez Winnicott, bon, il n'est pas très théoricien, donc ça reste la bonté, disons, hein, la mère suffisamment bonne, la vérité chez Burn de manière évidente hein, dans cette théorie, et la beauté chez Meltzer, l'objet esthétique.
Hein, les dimensions la dimension transcendante est présente. Le vrai, le beau, le bien, c'était la définition jadis de la transcendance. Mais oui, la médecine est complètement allergique à tout ça et on est dans un mouvement de retour extraordinaire où la psychanalyse devient vraiment l'objet à détruire. Et le protectorat psychiatrique est repris en main avec une violence bien pire que celle des classiques. Hein. Les cliniciens classiques étaient partagés, mais il y avait une humanité et un intérêt. L'intérêt passionné même pour la clinique était déjà quelque chose qui avait affaire aux patients comme sujet humain. Dire les catalogues les QCM du DSM, c'est plus la même chose. Je veux dire, c'est vraiment là, le sujet passe dans une moulinette, hein, le patient. Voilà. Alors, question dans la salle. Je me lance, même si la conférence est largement, disons, assez différente de ce que je peux être amené à comprendre, même si je vous ai écouté avec passion. Parce que vous faites l'effort de clarté et de clarification des lectures elles-mêmes, d'une langue, effectivement, moi, vous parliez de la philosophie du visage, je la trouve extrêmement poétique chez Lévinas. Et si elle manque d'une puissance, je dirais, philosophique, elle a en tout cas une portée sur quelle altérité, et disons quelque chose de rencontre qui effectivement est peut-être plus phénoménologique, mais en tous les cas, voilà, moi, qui m'avait touché. Et là, il y a vraiment beaucoup de dimensions que j'ignorais, donc je me permets deux questions. Après, vous faites, disons, est-ce que vous suivez donc chronologiquement, enfin, si j'ai bien compris, l'origine de cette Lévinas, vous vous situez dans un judaïsme continental, c'est ça? Martin Buber, comment on appelle il y a cet judaïsme qui se détache du texte, Non, c'est pas. Enfin, ils sont tous dans une tentative de transcription en langage philosophique rationnel du message du judaïsme. Alors Martin Buber, c'est plutôt le hassidisme, les récits hassidiques. Léo Strauss, ça va être Maïmonide. Gershom Scholem, c'est la Kabbale. Génial, hein, ça vraiment, c'est encore un autre monde. Bon. Et Lévinas, c'est le Talmud. Okay. Donc, ma question, si tu veux, c'est-à-dire que Lévinas, qu'a-t-il à dire justement de ce qui, dans le judaïsme, est l'absence de possibilité d'interprétation, c'est-à-dire ce qui tend vers l'orthodoxie. Excusez mon ignorance, mais c'est théorique vraiment théorique et pas du tout pratique. Mais ce qui tend vers l'orthodoxie, c'est-à-dire l'absence d'interprétation possible, l'impression que c'est un champ qui est pas du tout, alors que c'est très actuel et qu'on entend la question de l'orthodoxie dans la religion monothéiste comme quelque chose qui justement vient heurter la possibilité de transcendance. J'avais l'impression que dans ce que vous présentiez de la pensée de Lévinas, il y avait quelque chose qui d'emblée se posait du côté d'une certaine liberté face au texte religieux, et que justement notre actualité de ce que sont devenus les monothéismes dans une civilisation, peut-être en réaction d'ailleurs, ce sera intéressant de vous écouter là-dessus. Est-ce que c'est une réaction à ce monde justement se porter vers ce que vous disiez le paganisme, restons-en là pour le nommer. Est-ce que c'est une réaction, et en tout cas, est-ce que Lévinas a dit quelque chose de ça, et on voit bien qu'il s'en absente, et comment vous pourriez le rapprocher de ce que moi j'ai nommé orthodoxie? Je ne sais pas si ça vous... D'abord, Lévinas ne cesse de souligner la liberté de pensée extraordinaire du Talmud, la manière, enfin, je ne sais pas si vous avez lu quelques lectures talmudiques de Lévinas, non, ça, je le recommande.
C'est une pensée totalement stupéfiante pour un occidental. Hein. On comprend. Euh, on prend des versets bibliques dans des textes qui n'ont rien à voir. Hein. Un morceau de la Genèse, un morceau d'Esther, un morceau du Lévitique, enfin, et on jongle de l'un à l'autre pour produire quelque chose. On utilise les fautes de frappe, la guémara, c'est-à-dire pardon, pas la guémara, la guémétria, c'est le chiffrage des lettres. Hein, chaque lettre hébreu a un chiffre, et les talmudistes utilisent la somme que fait le chiffre dans un mot pour trouver un mot qui a le même chiffrage et passer d'une. Bon, donc, au contraire, Lévinas ne cesse d'insister sur la liberté de pensée du Talmud, et puis du Talmud qui est déjà il y a déjà deux couches de commentaires dans le Talmud. Hein. Il y a la Mishnah et la Gemara, et par-dessus ça, il y a des commentaires en marge depuis le Moyen Âge. Hein. Et on en est encore. Enfin, et il y a la Kabbale, qui est aussi un commentaire interprétatif, cosmologique plutôt. Bon, enfin, non, au contraire, la tradition juive telle que la dégage Lévinas ou Gershom Scholem d'ailleurs, c'est une tradition très libre sur le plan de l'interprétation, mais encadrée quand même par la lettre de la loi. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a l'armature des commandements bibliques. C'est à l'intérieur de ça que se fait l'interprétation, et à ce côté de ça, elle est très libre. D'ailleurs, le Talmud ne cesse de confronter des opinions contradictoires. Rabbi machin, le Talmud, c'est toujours des opinions de rabbins, hein, donc, enfin de l'époque, hein, les Tanaïtes et les Amoraïtes, ça date du début de l'ère chrétienne. Hein. Donc, Rabbi Truc a dit ça, le Rabbi machin a dit le contraire, chacun en s'appuyant sur des versets qu'il interprète, et les deux sont laissés tels quels, il n'y a pas de conclusion, et tout ça est censé être révélation divine. Puisque le Talmud, c'est la loi orale qui a la même sacralité dans le judaïsme que la loi écrite, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc on est très loin d'une orthodoxie intégriste. Enfin, il y a toujours eu, enfin, les Juifs sont pas épargnés hein, par la dérive totalisante. Il y a les zélotes, hein, il y a toujours. Bon, on peut penser à ce qui se passe actuellement en Israël, par exemple. Hein, c'est pas. J'avais relevé un petit passage là bien. L'enseignement de la Bible n'est pas l'éloge d'un peuple moderne, d'un peuple modèle. Il est tout fait d'invectives. L'unique mérite d'Israël consiste peut-être à avoir choisi ce livre de colère et d'accusation pour son message, en avoir fait son livre. Hein, il n'y a pas d'idéalisation. Hein, voilà. Et donc la dérive zélote, elle est présente depuis le départ. Hein, dans la dérive zélote, l'Ancien Testament devient un titre de propriété. Hein, non plus. Et oui, sans doute. Oui, oui c'est chez nous, c'était écrit. Voilà, là on retrouve l'enracinement, qui est l'opposé. La réponse est très claire. Une question 3 points. Alors, il y a un livre d'un historien qui s'appelle Johan Chapoutot, livre qui a pour titre La révolution culturelle nazie. Bon, je trouve c'est un livre absolument remarquable et dans lequel il avance que le geste de la politique nazie, qu'il définit donc comme politique, ce qui est un grand progrès par rapport à la définition comme mal absolu, je trouve, c'est d'avoir substitué le paradigme biologique au paradigme culturel. L'obéissance vient avant l'entendement, le bien est de première intention. Est-ce qu'il manque pas dans ces deux énoncés le mal aussi, hein, de première intention. Oui, mais est-ce qu'il ne manque pas la dimension de l'après-coup? Et qu'est-ce qu'il en est oui, c'est-à-dire au fond, c'est dans l'après-coup de la division du bien et du mal, de la pulsion et de sa régulation par la loi, que les deux sont pensables.
Et- L'après-coup, c'est le repentir, la teshuva. Le mal, d'abord, Ouais. le repentir permet de revenir au bien. La plus grande fête juive, c'est le grand pardon. C'est le jour où on se repent, où on repense à ce qu'on a, aux infractions qu'on a fait par rapport à la loi et à la morale, et on revient dessus. C'est en ça que le sujet de la loi est un sujet libre. C'est il peut se reprendre dans sa responsabilité et revenir Ah oui. au vrai. Hein. Et il y avait le point de l'obéissance et l'entendement. Oui. C'est là que j'ai Ah oui, pensé à c'est ça pour l'après-coup. l'après-coup. C'est dans l'après-coup de l'entendement que Oui, l'obéissance absolument, bien sûr. se constitue. Se D'ailleurs, comprendre qu'elle est assumée. dans un des versets de la sourate de la vache, Hum, j'ai lu une fois un énoncé qui m'a un peu glacé, mais parce que, évidemment, j'ai pas compris dans quel type de temporalité ça pouvait s'entendre. Verset qui dit Dieu fait des signes avec ce qu'il veut, une fourmi, une montagne. Le croyant le comprend immédiatement. L'infidèle, lui, pose des questions. Alors évidemment, quand on est plutôt dans la tradition juive, que poser des questions soit un signe d'infidélité, ça m'a absolument sidéré, à ceci près que j'ai pensé ensuite qu'il faut d'abord manger la langue et ensuite l'interroger. Si on l'interroge avant de l'avoir mangée, on n'y entre pas. Donc, il y a quelque chose comme ça dans des points que vous avez dit, et voilà. oui, je vous suis. Enfin, Une question de Paul Louvain-Duc derrière. Merci beaucoup. Moi, j'ai essayé aussi de vous suivre. Je connais pas très bien Lévinas. Peut-être revenir sur le portrait qu'il fait ou qu'on peut déduire de ce que vous avez cité du libéralisme ou de la pensée occidentale. Je le trouve un peu paradoxal, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a deux faces d'un visage, c'est-à-dire d'un côté, on a l'arrogance, la conquête, de l'autre, on a la lâcheté, l'indifférence. J'ai bien aimé donc la formule dans l'engagement s'assure un permanent dégagement, donc une espèce de quête de tranquillité avec des frayeurs contrôlées, disons. Euh, donc ce visage, ce portrait, il est assez paradoxal. Et en même temps, ça va peut-être, ces deux visages peuvent se comprendre ensemble euh, si on, si on se souvient de la suffisance ou de l'espèce dont vous avez parlé, du refus de reconnaître l'irréductible, l'énigmatique, etc. Donc ça, moi. Alors ce portrait, il est très intéressant, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu injuste? C'est-à-dire que le libéralisme politique, c'est aussi ce qui est né des guerres de religion. C'est la reconnaissance d'une pluralité d'individus. C'est donc la reconnaissance de la capacité de l'individu aussi à s'étonner de l'altérité. Est-ce qu'il n'y a pas là une injustice? Et puis si on prend par exemple John Stuart Mill, qui est un philosophe libéral, il y a cette idée que l'individu, il est constamment transformé donc par le social, que le social est constamment transformé par l'individu. Il y a cette idée-là. Donc ma question c'est est-ce que c'est le bon adversaire le libéralisme, c'est-à-dire et pour revenir à ce que disait aussi Benjamin tout à l'heure, est-ce que c'est pas le néolibéralisme dont il faudrait parler? Est-ce que c'est pas l'individualisme moral, c'est-à-dire l'incapacité peut-être qu'on a à reconnaître l'inscription de l'individu dans des groupes, dans des structures sociales? Enfin voilà, je me posais cette question sur le libéralisme, enfin généralement. ok. Enfin, je vois deux choses dans votre question. Alors, le côté paradoxal, je pense que l'idée, c'est il y a les deux dimensions, c'est-à-dire le scepticisme et la totalité. Hein, c'est-à-dire l'individualisme. Dans le monde occidental, il y a une alternance continuelle entre un individualisme. There is no society, hein, disait Margaret Thatcher.
La société, ça n'existe pas, il y a que des individus. Voilà. Donc le collectif se dissout. Et puis, de l'autre côté, il y a la tendance à rejoindre une totalité, à se recompacter. Hein. On le voit tout le temps. Hein, je veux dire, je sais pas, Trump après le wokisme, enfin bon, les, en France, enfin les populismes en Europe en face du macronisme, on va dire, ou c'est de succès d'années ailleurs. Bon. Donc cette idée, il y a Ulysse et Rome. Voilà, on peut dire dans son idée, l'Occident aussi entre Ulysse et Rome. Un Rome avec sa massivité compacte, sans pitié, sans humanité, sans compréhension, mais son ordre universel, voilà, non discriminant, effectivement. Voilà. Et bon, alors, sa première. Votre deuxième question, c'est comme tout, je veux dire, les intégrismes sont à l'intérieur le néolibéralisme est à l'intérieur du libéralisme, comme l'islamisme est à l'intérieur de l'islam. C'est la dérive est structurelle. Voilà, c'est-à-dire on peut pas. Oui, bien sûr que le libéralisme, c'est aussi la liberté pour le sujet, c'est échapper aux guerres de religion, un débat apaisé, enfin qui se veut plus apaisé, ou en tout cas on se tue pas, au moins on s'insulte, mais on se tue pas. Bon, et la liberté, les libertés personnelles, bon, les droits de l'homme. Bon. Mais bien sûr, bon, et Lévinas est très attaché à ça. D'ailleurs, après-guerre, il fait plus de critique du christianisme. Hein, c'est dans le premier texte, là, il fait très peu de critique du christianisme parce que pendant la guerre, sa petite famille, comme il dit, a été sauvée par un monastère. Eh oui. Et bon, pas seulement, il a compris quand même quelque chose. Et il finit même à la toute fin de parcours par rejoindre Rosenzweig, un autre des témoins là, et dire que la vérité peut peut-être cheminer par deux voies, la judaïque et la chrétienne. Donc, il était, il a énormément joué un rôle dans les amitiés judéo-chrétiennes hein, aussi après la guerre. Une question, Georges Reims. Merci. Merci, c'était passionnant. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà, un peu enfin, on entendait un peu en sorte de face à face aussi dans une partie de notre exposé, un peu entre Lévinas et Freud. Mmh. Et je sais que Freud a pu être qualifié par certains historiens de la philosophie de un peu philosophe des lumières sombres, avec Nietzsche, Spinoza, où donc il y a aussi un projet de savoir chez ces philosophes, mais plus conscient finalement des limites, avec un pessimisme plus présent qu'on entend chez Lévinas. Et en fait, moi, je me posais un petit peu la question est-ce qu'il y aurait une notion qui pourrait s'apparenter aux symptômes chez Lévinas, puisqu'on a l'impression que dans la psychanalyse, justement, le symptôme vient parler d'une altérité en soi, bon, l'inconscient, et on a l'impression qu'il y a deux attitudes différentes. Celle de Lévinas, qui serait plutôt, voilà, de prendre cette altérité telle qu'elle, et celle de Freud, de la psychanalyse, plutôt d'essayer d'aller vers, de la rationaliser, un petit peu je sais pas si on peut dire de la totaliser, mais est-ce que ça serait, voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose de ce côté-là? C'est un peu suggéré, disons. Moi, je pense, par exemple, chez Freud, le symptôme manifeste un ailleurs, hein, une autre scène, comme une altérité, mais cette autre scène, il la ramène finalement au pulsionnel. Voilà. Par exemple, chez Lacan, l'inconscient, c'est la vérité du sujet, c'est pas la même chose. Hein. Et puis dans notre clinique, on a quand même très souvent bon, petite vignette clinique rapide, là, comme ça, j'ai une patiente que je voyais depuis quelque temps et me parle à un moment de l'encoprésie de son fils qui va à l'école, se fait dessus, ça sent très mauvais. On finit par les petits copains autour finissent par râler. L'institutrice l'envoie à l'infirmerie. On s'aperçoit qu'il s'est fait dessus. Bon, voilà. On l'appelle elle faut qu'elle vienne le chercher, etc. Donc voilà, elle me parle de ça pendant quelques temps. Et puis un jour, elle arrive un peu estomaquée. Elle me dit, elle a reçu une visite des gendarmes. Et à cette occasion, elle a découvert que son compagnon, qui est le père de l'enfant, a laissé derrière lui, c'est un émigré, et il a laissé derrière lui une famille et des enfants.
Et donc, les gendarmes étaient venus dans le cadre d'une recherche pour l'intérêt des familles. Il a laissé dans son pays une famille et des enfants. Et donc, bon, elle me raconte ça, et moi, je lui suggère d'en parler à son fils. Elle en parle à son fils, et l'encoprésie s'arrête immédiatement. La mère de cachet. Alors, je crains que Freud aurait été dans la pulsion anale, etc. Mais notre clinique plus moderne, disons, enfin, il y en a un petit peu quand même chez Freud, hein, mais c'est ça. Et donc là, ça nous en renvoie quand même à quelque chose qui est pas réducteur. Hein, et c'est bien une dimension comment dire, du sujet, dans sa noblesse même, enfin, qui est en cause. Et les symptômes renvoient toujours, enfin, il me semble, renvoient presque toujours, ou toujours peut-être, à une. Ah, mais il y a un beau. Excusez-moi. Il y a un beau texte de Lévinas là que j'ai pas lu du coup. Euh, je vais le prendre comme. Ah merde, je crois que je l'ai pas pris. Oups. Oui, il parle enfin, je reprendrai sa formule, il parle de responsabilité trahie. Voilà, il me semble que beaucoup, dans notre clinique, très très souvent, le symptôme renvoie à une responsabilité trahie. Dans l'idée de Lévinas, c'est la responsabilité du sujet. Dans mon idée à moi, c'est la responsabilité familiale. Hein, il y a la défaillance du père, le, la, la- le, la- l'unilatéralité de l'amour de la mère, les histoires comme ça de trucs, de non-dits, de secrets de famille, enfin, c'est quand même à tout ça qu'on a affaire. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, dans la salle virtuelle. Bah, en attendant que tu regardes, elle est, elle est pas en... Ah ben, une question. Alors, vas-y. Alors, c'est une question. C'est exactement qui évoque que seul le croire permet de s'engager corps et âme dans le savoir. Est-ce la même question qui travaillait Lévinas? Et pardon, deux questions avant, donc il a posé deux questions. Comment de la psychanalyse à la transcendance? Alors, je ne sais pas par laquelle il faut commencer. Comment? Oui. La transcendance. Bah, je crois que je viens d'y répondre. Je crois qu'il y a à l'intérieur, pardon, il y a chez l'être humain une aspiration aux valeurs suprêmes, comme Freud même d'ailleurs en parle. Hein. Il dit que à l'issue de la levée du refoulement, le sujet doit juger, enfin, avec l'aide des plus hautes valeurs spirituelles. Bon, de juger de ce qui est à retenir dans ce qui a émergé de l'inconscient, dans le pulsionnel. Est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qui doit être conservé, qu'est-ce qui doit être sublimé, qu'est-ce qui doit être rejeté? Bon, eh ben, euh, au-delà de ça, je dirais, il y a chez l'être humain une dimension spirituelle, transcendante, avec une aspiration à quelque chose de digne, de noble, etc. Et chez l'enfant en particulier, dans l'idéalisation de ses parents, d'où les dégâts que font les défaillances parentales, les carences parentales. Hein. Et donc voilà, c'est malheureusement pas pris en compte par la théorie, sauf, j'ai dit tout à l'heure, par les anglo-saxons, pas chez Freud, en tout cas pas directement, toujours de manière indirecte. Euh, Chez Lacan, il y a l'autre, mais il est barré. Enfin bon, c'est pas là. Il y a quelque chose de. La psychanalyse n'assume pas de ce côté-là quelque chose de sa clinique, à mon avis. Ça, c'est la Alors, première question. alors, le son est toujours bon, donc il faut faire attention au micro, je crois. Donc, Je pense qu'il ne faut pas l'approcher. Parce que, à mon avis, hier, on a eu le problème, c'était quand on était trop près que c'était mauvais. mais en fait, oui, peut-être dans la salle. Vous dites, c'est en virtuel si vous n'entendez pas bien. Deuxième question, le philosophe canadien évoque que seul de croire permet de s'engager corps et âme, nous le savons. Est-ce la bonne question qui travaille Lévinas? Oui, sauf que c'était pas dans le savoir, mais dans l'éthique et la responsabilité.
Effectivement, s'il stigmatise le scepticisme du sujet occidental, cette manière de toujours se dégager en l'engagement, d'être dans la tentation de la tentation, comme Ulysse avec les sirènes, il se fait attacher pour les entendre quand même. Voilà, il veut pas louper le truc quand même. Il veut pas louper l'expérience. Voilà, il y a quelque chose de fondamental chez l'occidental dans l'idée de vivre l'expérience, même si elle est limite. Et oui, c'est l'obéissance aux commandements, la foi et la compréhension du fait que ces commandements sont des commandements de dignité et de justice qui retient le sujet. C'est moins que la dimension du savoir et de la connaissance. Pardon. J'ai une question supplémentaire qui nous taraude tous, j'en suis sûr. Je trouve qu'il y a quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est étrangement absent, qui est décrit en creux. On n'a pas du tout parlé de Dieu, ce qui est quand même assez surprenant dans cette affaire. Et pourtant, bon, évidemment, là, ceux autour de quoi tout ça s'enroule, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est bien évidemment cette transcendance-là. On va descendre de quelques étages parce que si la dissolution des collectifs, on la doit à l'aridité de la science classique ou enfin voilà, je dirais à l'éthique de la science classique, je sais pas comment il faut le dire. Euh, Sans Dieu ou si on veut se passer de Dieu, je sais pas comment le dire. Euh, Comment on fait pour retrouver le goût de la responsabilité de l'autre pour l'autre? Comment on fait pour être capable de vraiment entendre la souffrance de l'autre? Comment on fait si c'est pas pour un bien qui nous transcende? Ou alors ce bien qui nous transcende, si c'est pas Dieu, c'est quoi? Je sais pas je sais pas si ma question est claire. Tout à fait. J'espère. Alors, je vais vous donner la réponse de Lévinas, puisque du coup, on va empiéter un tout petit peu sur le visage. Religion d'adulte. Hein. La vérité des textes éternels ne ressort-elle pas davantage quand on leur refuse la caution extérieure d'une révélation dramatique et théâtrale? Il pense au Sinaï. Hein. La vraie corrélation entre l'homme et Dieu dépend d'une relation d'homme à homme, dont l'homme assume la pleine responsabilité comme s'il n'y avait pas de Dieu sur qui compter. Voilà, ça c'est la réponse de Lévinas. Elle fait bon. Oui, mais enfin c'est très banal dans le judaïsme. Hannah Arendt raconte que elle avait été voir quand elle était encore en Europe de l'Est, elle avait été voir le rabbin de sa communauté et elle disait qu'elle était embêtée parce que elle n'arrivait pas à croire en Dieu. Et il lui répond mais qui vous le demande? Voilà. C'est typiquement talmudique. Ça. Voilà. Moi, mais bon, Lévinas n'inclut pas l'inconscient dans sa réflexion. C'est pour ça, à mon avis, que cette philosophie du visage est trop courte. Hein, parce que on retrouve difficilement la loi paternelle, hétéronome, étrangère au sujet, dans le face-à-face direct avec le visage. Hein. Il y a... Bon, juste de répondre. Ma réponse à moi, c'est que Dieu, la révélation, etc., sont, sont sont une représentation symbolique. Et que, ben oui, c'est une représentation symbolique qui renvoie à une dimension de l'inconscient, qui est la dimension de la présence de tout ça dans le sujet. Voilà. Et donc, il me semble que le parcours, par exemple analytique, quand il va vraiment au bout des choses, c'est aussi que le sujet se rende compte qu'il a ce besoin de dignité, de justice, que les petits accommodements, disons, avec soi-même, ça ne lui rapporte rien, que ce qui lui donne force, au contraire, non pas l'obéissance, mais l'assomption, le fait de voilà. Je pensais pas que vous auriez une réponse claire à ma question. Je pose une question, mais je passe le micro. Oui, sur cette question,
justement, pour la philosophie du visage, moi, j'ai trouvé quelque chose que vous dites là dans la transcendance autour quelque chose de l'altérité fondamentale. Et dont vous avez cité une phrase d'un autre des philosophes que je connais pas, Gershom Scholem. Scholem, d'accord. Scholem, voilà. Merci. Voilà. Merci. Tu l'as entendu. Donc, oui, lui, voilà cette phrase magnifique sur l'énigme, et sur justement la question, c'est la disparition de l'énigme, et cette question d'altérité fondamentale. Moi, j'y trouve, comme j'avais trouvé dans la philosophie du visage, quelque chose de ce que l'éthique dit de l'altérité fondamentale et d'une dimension transcendante du métier et de la clinique. Disons quelque chose que, certes, il faut limiter la connaissance et la science permet, notamment la psychopathologie, mais la science par le soin, peut prendre soin, etc., d'aller vers l'autre, mais que cette part d'altérité, disons, irréductible, elle est voilà, elle est à l'œuvre, disons, dans cette démarche clinique. Et je questionnerai peut-être là-dessus, sur quelque chose qui a l'air complètement évident pour vous, je dirais peut-être dans votre parcours, mais comme qui rejoint un peu à ce que disait Benjamin, c'est comment ça s'apprend. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'éducation, disons, de culture, d'une spiritualité, s'il n'y a pas d'accès à la transcendance qui passe par une transmission, comme là vous parlez d'obéissance et d'entendement dans la tradition du judaïsme, dans les autres monothéismes, moi j'ai l'impression quand même qu'il s'agit de ça. Hein. Il y a un rapport, en tout cas aussi, une culture spirituelle, mais d'une autre manière, et voilà, qui m'échappe, et je pense qu'il dépasse le paganisme. Moi, c'était une autre question. Le paganisme, je trouve pas que c'est un peu très Lévi-Strauss, enfin, on a l'impression que c'est un peu ancien, peut-être comme notion, mais on voit très bien ce que ça veut dire. Et voilà, quelle est la modalité de transmission, disons, à part une culture philosophique, à part une culture religieuse, cette question éthique, de la formation, disons, à l'éthique, dans le respect de l'autre comme irréductible. Je sais pas, c'est pas très clair. Si. Alors, enfin, il me semble qu'un parcours personnel et, par exemple, l'expérience analytique peuvent amener ça. Moi, je peux vous parler brièvement de mon parcours personnel. Ma famille d'origine juive avait totalement coupé avec le judaïsme. Il n'en restait que l'admiration pour des penseurs juifs laïcs comme Freud, justement, Marx ou Lévi-Strauss. Bon. Mais bon, c'est dans mon trajet analytique que j'ai eu le besoin de mieux comprendre. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressé à Lévinas par les lectures talmudiques et à Gershom Scholem pour la Kabbale. Voilà, alors bon, on dirait c'est retrouver des racines, d'accord. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une transmission. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une transmission personnelle. C'est mieux, hein, évidemment, si on reçoit ça dès son enfance, on a moins de difficultés à faire le parcours. Hein. Mais si on cherche sa vérité, on finit forcément par tomber là-dessus. Hein. C'est pas, à mon avis. Alors le visage, oui, c'est, enfin, comme Lévinas le présente, comme quelque chose d'infini, etc. Mais voilà, j'avais relevé la critique d'un philosophe qui fait partie des Lévinassiens, c'est-à-dire, mais qui est critique par rapport à Lévinas, et qui dit: n'y a-t-il pas comme un mouvement d'immanentisation de la transcendance elle-même, entre la parole de Dieu et la créature, moi, un homme? Tout passera désormais par ce tiers, par cet intermédiaire, à la place du Père, mon frère. Une interprétation irénique du problème de la responsabilité, où tout serait acquis par une sorte d'extase devant le visage d'autrui. Mais oui, ça me parle beaucoup. À la place du père, mon frère. C'est ça qui est loupé dans le truc du visage, parce que pour la transcription, il aurait fallu qu'il dispose du concept d'inconscient, il ne voulait pas entendre parler. Pour faire une bonne transcription.
Alors, justement, ça, on prendrait, je réagis juste à ça. Euh, c'est- pour répondre à la question que je posais juste avant, c'est comment on fait concrètement. On a beaucoup plus de frères que de pères quand même. Enfin, c'est-à-dire s'il faut faire avec ses frères, moi j'aime bien l'histoire du visage de Lévinas. Ça permet de faire avec ses frères, hein, parce que s'il faut absolument avoir un père, On est un peu dans le libéralisme, dans ses bons côtés, là. hein, ben, Mais c'est fragile. ouais, C'est fragile parce que ça reste, c'est séduisant. oui, mais de- ça reste le semblable. C'est la pente christianisante de Lévinas, ça. Parce que bon, là, il veut une religion d'adulte, donc essayer de se passer de Dieu, Hmm. mais du coup, il tombe sur l'homme. Bon, ben, c'est la démarche du christianisme, hein. Il sort en réalité de l'orbite juive, proprement dite, pour aller vers Hmm. la dimension chrétienne de Jésus, mon frère, justement. Hmm. Hein. Des questions encore? Non. Bon. Bah, si vous êtes comme moi, tout Ah ça ouais. mérite méditation. Ça m'en a pris beaucoup de temps. Ah ouais. Regardez. T'as une dernière J'ai question? l'impression, oui, j'ai l'impression que la salle a coupé par rapport au son. Il y a eu un moment où le son était moins bon, D'accord. et en fait, ils sont pas mal à avoir quitté à ce Ok. moment-là. Euh, peut-être, oui, voilà, ma question, c'est un peu, disons, il y a quelque chose dans la lecture de l'hitlérisme qui est extrêmement parlant dans les aspects de, disons, volonté de puissance, la totalité, dans le totalitarisme et les racines, l'irrigation par la nature. Et moi, je me disais qu'il y avait quand même une part traumatique à Lévitt, voilà, potentiellement, qui cherche à tout prix euh, un après-coup qui n'est pas encore arrivé, on pourrait dire, c'est une psychanalyse, et qu'il y a quelque chose, disons, que Lévi-Strauss va amener pour dire qu'en fait, la question du polythéisme, la question de l'animisme, tout ça, il y a des règles, il y a des cultures qui ont des règles, qui ont des modalités de transmission, etc., et qu'il y a un décentrement de la culture européenne, occidentale, qui s'opère en anthropologie, qui, peut-être, c'est la question que je vous posais, ferait vraiment que ces passages, là aussi avec une certaine poétique, avec une écoute, disons, de la création poétique, donc du symptôme aussi de quelque chose qui est extrêmement puissant, mais qui, sur le plan, quelque chose d'un peu dépassé. Oui, sur le scientifique, ou on pourrait dire philosophique même, dans la manière dont justement elle est très très centrée sur le monothéisme, et ça vient même contredire ce qu'il dirait ailleurs sur justement cette nécessaire transcendance et cette question de l'altérité. Ça dit, sur le moment, je trouve ça très puissant, comment dire, c'est très puissant, mais sur le paganisme, moi voilà, je me demande si vous voulez réinterroger. On pouvait dire ça avant Lévi-Strauss, on pouvait dire ça avant. C'est un roman, c'est un roman, il a aussi une histoire, mais qui serait presque l'histoire continue, qui critique. C'est comme s'il y avait un dépassement de ce paganisme, etc., par le monothéisme. Enfin, c'est l'histoire, c'est l'histoire, voilà, de la religion monothéiste. Mais est-ce que dans l'histoire du XXe siècle, il y a pas quelque chose justement qui est encore marqué par le traumatisme du nazisme et qui ne dit pas ce que ça devrait dire exactement euh, le- certains peuples ont avec leur environnement naturel et qui ne passe pas par la violence, ne passe pas par qui a une forme de transcendance dans les cultures animiques aussi. Et voilà, vous trouvez que c'était un peu dépassé, quoi. Ben, Lévinas connaît bien Lévi-Strauss, hein. Il est extrêmement choqué par le fait que Lévi-Strauss ramène le mythe comme ça, qui pour lui est une horreur, hein. Il ramène redonne au mythe une place noble, disons, dans la pensée humaine. Il le lui reproche, il y a un texte comme ça, hein.
où il rappelle ce qui lui semble être l'horreur des mythes. Alors bon, il y a sûrement une réflexion à faire entre les deux, là, hein, entre la réflexion des deux. Euh, non liquette, comme dirait Freud, hein, c'est pas simple. De... Mais bon, euh, dans la culture primitive, il y a quand même, dans les cultures primitives, il y a quand même des dimensions assez barbares, hein, quand même. Je veux dire, il faut pas, enfin, il y a une certaine idéalisation chez Lévi-Strauss, hein. Il y a par exemple, tiens, je l'associe, il y a Pierre Clastre qui a un ethnologue qui a beaucoup formé Marcel Gauchet, que cite beaucoup Marcel Gauchet, qui a fait une critique de Lévi-Strauss. On n'entend pas bien? Si. Si, non, en fait, c'est le micro de la salle qu'on entend mal. C'est les D'accord. questions qui sont mal entendues. Oui, Pierre Classe a fait une critique des structures élémentaires de la parenté, hein, de Lévi-Strauss, où il dit dans les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss il dit c'est des sociétés pour l'échange, hein, les sociétés primitives. Et Clastre, il ramène son expérience à lui d'anthropologue en disant ce sont des sociétés pour la guerre. La guerre est incessante dans les sociétés primitives, incessante entre les petits groupes humains. Voilà. Les hommes, en particulier, vivent pour la guerre, hein. Et alors, il y a ça. Faut voir la manière dont les vaincus sont traités, hein. Esclaves des fois, plus ou moins torturés. Enfin, il y a un espèce de jeu sadique infantile avec les captifs, hein, que Clastre raconte très bien. Donc, non, le paganisme au sens de Lévinas est réellement présent. C'est Lévi-Strauss qui n'a pas voulu le voir. Il est réellement présent dans les sociétés primitives. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des figures dispersées du père, comme dirait, hein, comme a dit Freud d'ailleurs, hein. Une dispersion de la figure paternelle qui est présente dans la culture primitive. Mais justement, le fait dans le monothéisme que ce soit rassemblé, c'est un moment très important. Il n'y a plus de questions. Il nous reste à vous remercier beaucoup. Paul Berchery, merci. C'était vraiment passionnant. Bon, tant mieux, tant Voilà, mieux. peut-être qu'un temps de décantation nous fera nous rendre compte à quel point ça l'était encore plus qu'on le ressent maintenant. C'est certain. Le séminaire continue cette année et le premier jeudi de janvier, non, probablement que ça sera le deuxième jeudi de janvier. Le deuxième jeudi de janvier, nous accueillons Alain Ehrenberg pour son livre L'enfant qui inquiète. Si je me souviens bien de son titre, on imagine bien de quoi ça va parler et qu'on va pas beaucoup sortir de l'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous.